Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Au cours des 10 dernières années, les infrastructures et les services numériques se sont considérablement développés sur l'ensemble du continent africain, notamment l'accessibilité des services mobiles, les paiements mobiles, mais la pénétration du haut débit et l'accès aux services Internet demeurent limités pour l'essentiel de la population. À l'ère du numérique, l'Afrique voit naître de nouvelles perspectives, mais aussi de nouveaux défis. Malgré des difficultés structurelles, des initiatives se développent de part et d'autre avec des ambitions à l'échelle locale, nationale, voire continentale. Alors, quelles sont les actions mises en place? L'Afrique peut-elle rattraper son retard numérique? Pour en parler, je reçois Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, on va commencer déjà par une définition, si possible, simple. Qu'est-ce qu'on entend par numérique et digitalisation, concrètement? Numérique et digitalisation, ça veut simplement dire l'automatisation des processus. C'est-à-dire, de la manière conventionnelle, tout ce qu'on faisait analogique, tout est automatisé. Et quand c'est automatisé, c'est par le biais du numérique. C'est pour cela qu'on appelle la digitalisation. Et la digitalisation, ça s'impose au secteur privé et au secteur public. Malheureusement, sur le continent, le secteur privé est beaucoup plus en avance que le secteur privé, avec le secteur public, disons. Justement, vous dites que, on nous dit régulièrement qu'il y a eu des avancées sur ces questions. Lesquelles et où en sommes-nous sur la question numérique en Afrique par rapport aux autres continents? Merci beaucoup pour la question. L'Afrique, bien vrai qu'on peut constater qu'on est en retard par rapport aux autres continents, mais l'Afrique quand même a fait beaucoup de progrès, je dirais les 10 dernières années, en matière de connectivité, en matière d'adoption, mais c'est toujours pas suffisant. Mais ce qu'il faut retenir, l'Afrique a beaucoup plus de potentiel, surtout dans le numérique, que les autres continents du monde. Mais quelles sont nos grandes avancées? Parce que bon, c'est quoi avoir un téléphone mobile, un smartphone quelles sont nos avancées notables? Les avancées notables aujourd'hui, c'est surtout ce que nous appelons le mobile money. Le mobile money, aujourd'hui, l'Afrique génère pratiquement, par les statistiques du GSMA, 495 milliards de dollars par an. Ça, c'est la valeur des transactions générées par an par l'Afrique, par le mobile money. Ce qui fait que l'Afrique détient la première place dans le monde entier en mobile money. Ça, c'est une très grande avancée et qui n'est pas constatée ailleurs. Et sur les 495 milliards, nous contrôlons, ça c'est la transaction, nous contrôlons aujourd'hui pratiquement 60% du marché mondial en matière de mobile téléphonie, technologie de mobile. Donc ça, c'est les avancées qui sont... Et vous voyez bien que quand on dit téléphone mobile, c'est d'abord le secteur privé. Mais en même temps, on a l'impression que les mobile money font de la concurrence peut-être loyale aux banques. Parce que ça répond à la nature ayant horreur du vide. Dans nos pays, en tout cas, on n'a pas beaucoup de comptes bancaires, on n'a pas tous ces systèmes-là. Donc, c'est venu pallier ce manque? Oui et non. Si les banques avaient, disons, faire face aux enjeux, aux besoins de la population plus tôt, il y a 15 ans, 20 ans, je ne pense pas que le mobile money, on allait arriver où est-ce qu'on en est. Et il faut aussi constater que les pays où le taux de bancarisation est très élevé, le mobile money n'est pas très avancé dans ces pays-là. Donc, mobile money, ça a permis vraiment l'inclusion financière. Moi, ma grand-mère au village, qui n'a jamais eu un compte bancaire, aujourd'hui, elle sait de quoi s'agiter le mobile money, que ce soit par n'importe quel opérateur. Donc, c'est l'inclusion, c'est le côté inclusion financière. Et c'est ce que vraiment le mobile money a pu reprendre, que les banques n'ont pas pu. Donc, c'est une solution locale. Hein. Absolument. Mais est-ce que c'est vrai que c'est utilisé en Afrique, mais est-ce que c'est fait par les Africains? Ou c'est voilà, c'est les multinationales occidentales qui viennent nous rendre ces services? Le mobile money a été créé par... c'était au Kenya, ça a commencé au Kenya par Safaricom à l'époque, qu'on appelait M-Pesa. Mais il faut reconnaître que, bien sûr, les licences, les recherches et développement, ça n'appartient pas aux Africains. Mais
Premièrement, ça a été d'abord expérimenté en Afrique et maintenant l'Afrique exporte cette technologie vers le monde. Alors, quels sont justement les enjeux autour de la transformation digitale pour l'Afrique? Vous parlez notamment du secteur public qui accuse un certain retard. Oui, vraiment, les enjeux de la digitalisation, c'est surtout le secteur public en tant que directeur général de Smart Africa. Parce que vous voyez, la transformation digitale, c'est tout d'abord une transformation des mentalités. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de gouverner. Ce n'est pas sectoriel, c'est transversal. Donc ça demande d'abord la volonté politique. La volonté politique est nécessaire. Parce que quand on parle de l'agriculture, quand on parle de la santé, quand on parle de l'éducation, quand on parle du transport, mais c'est la digitalisation qui fait avancer les choses plus rapidement avec efficacité. Et c'est là où le secteur public en général, dans le monde et en particulier en Afrique, qui a un retard par rapport à la digitalisation. Parce que la digitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les services publics aux citoyens. C'est les services publics au service public du gouvernement, au service public du gouvernement. Ou alors c'est les services publics aux entreprises. Ouais. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'avancées entre les entreprises et les citoyens. Tous les services dont on utilise aujourd'hui, c'est les services, le secteur public, privé qui l'a développé vers les citoyens. Donc, les gouvernements en général acquis un retard. Alors, on va revenir sur cette crise sanitaire qui a impacté le monde entier et qui a propulsé, si besoin était, le numérique comme solution viable et utile. Quelles leçons nous avons retenu, nous, le continent africain? Qu'est-ce que ça a démontré déjà? Qu'on avait une insuffisance, qu'on avait une insuffisance sur ces questions-là? Qu'est-ce que ça a révélé, cette crise? La crise sanitaire nous a démontré que la connectivité, l'accessibilité à l'Internet ne doit pas être un luxe. C'est une nécessité comme l'eau potable, comme l'électricité. Et nous avons vu pendant la crise, les seuls pays qui ont continué à travailler, c'est les pays dont l'infrastructure était bien développée et les services aussi publics étaient bien développés. On n'avait pas besoin de se déplacer. Et tous les autres pays qui n'avaient pas les services publics ont pris le coup. Oui, le télétravail qui s'est développé. Mais en Afrique, je lisais que seul un étudiant sur 10 disposait d'un ordinateur ou d'un accès à Internet à son domicile pour suivre l'enseignement en distance pendant la fermeture des établissements. 1 sur 10, c'est très bas. Très, 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 très bas. Et ça, c'est dû au fait que c'est le fossé de la connectivité que nous avons. Mais seulement, je dirais pas seulement le fossé de la connectivité. Il y a des endroits que nous appelons aujourd'hui le fossé d'usage. C'est-à-dire, il y a 30% de la population africaine qui habite dans des zones où il y a la connectivité, mais les gens n'adhèrent pas, ils ne s'abonnent pas. Pourquoi? C'est l'abordabilité. On va venir sur ça. Mais est-ce que la situation s'est améliorée de 2020 à 2023? Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle crise sanitaire, on n'espère pas, il y aura plus d'étudiants africains qui auront à leur disposition un ordinateur, une connexion. Ils seront plus nombreux? Bien sûr. Après la crise, on a eu, en fait, la crise pour nous qui sont dans l'écosystème numérique, ça a créé un boost, surtout au sein de tous les pays. Il y a des pays qui continuent déjà à agir comme s'il y avait la crise et les services les différents services du gouvernement sont encore disponibles en ligne et on ne le souhaite pas. Mais s'il y a une autre crise, je pense que l'Afrique quand même, on a fait beaucoup d'avancées les 3 dernières années, surtout avec la crise. Alors il y a un endroit, enfin en tout cas un sous-thème qui visiblement n'a pas l'air d'avancer, c'est le haut débit. La 3G ou une meilleure couverture mobile sont disponibles dans plus de 80% de la superficie du continent. Toutefois, la pénétration du haut débit est de seulement 25%. Que se passe-t-il avec ce haut débit? C'est des problèmes d'infrastructure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas un haut débit sur toute l'étendue du territoire ivoirien ou pareil dans les autres pays? Il y a 4 facteurs. C'est l'abordabilité. Oui. C'est-à-dire le coût d'Internet. On va en parler. Je vais parler tout de suite par rapport au fossé d'usage. Après cela,
c'est les smartphones, c'est les appareils intelligents. Le coût des appareils intelligents est très élevé en Afrique. Troisièmement, on ne va pas s'abonner à l'Internet pour faire seulement des social media, pour faire des médias sociaux. Non. Donne une raison à la population rurale d'utiliser l'Internet. Et cela nous amène le contexte local des applications. Les applications, contexte à nous, qui règlent les problèmes africains. Et quatrièmement, c'est la confiance numérique. Faut-il faire confiance à tout ce qui est numérique ou pas? Donc, c'est les 4 éléments vraiment qui freinent la pénétration du 3G. Donc ce n'est pas un problème technologique ni technique, on est d'accord? Non, ce n'est pas du tout un problème technologique, c'est lié à l'abordabilité. Alors, commençons par l'abordabilité et le prix. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a eu récemment une polémique avec les différents opérateurs de téléphonie liée au coût du data, comme on va. Et puis, on a pu comparer avec d'autres pays. Ce n'est pas toujours vraiment meilleur, hein. Comment vous expliquez? Parce qu'on nous a fait comprendre que ces mêmes opérateurs, finalement, faisaient payer moins cher dans les pays occidentaux ou dans leur pays d'origine le data que chez nous. Comment vous expliquez ça? Pourquoi Internet est aussi cher en Afrique, de l'Ouest notamment? Bien sûr, l'Internet est toujours plus cher en Afrique, mais l'Afrique reste le continent qui a fait beaucoup plus avancer en matière de croissance dans l'adoption d'Internet. Je dirais même depuis 2017, c'est qui à peu près 7 ans, 8 ans. Mais l'Internet est trop cher parce que c'est la volonté politique. Parce qu'en Afrique, on constate qu'il y a des pays qui sont enclavés, mais l'Internet coûte beaucoup moins cher dans ces pays qui sont enclavés que les pays qui sont désenclavés. Et quand tu es désenclavé, ça veut dire, ça sous-entend que vous avez l'accès aux câbles sous-marins. Oui. Donc, normalement, ça devait être... C'est vraiment la volonté, c'est la volonté politique, aussi c'est la réglementation, aussi la régulation. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que nos États peuvent interagir sur le coût pour la population, le coût in fine? C'est possible? Mais bien sûr. C'est bien sûr, c'est la volonté politique d'abord, parce qu'il faut dire que c'est des licences qui sont données à ces opérateurs. Et il y a la cherté de la vie qui tape partout. Au fait, il faut une stratégie holistique. Il faut voir la masse. Ne voyez pas seulement 50% d'usagers de mobiles. Alors, si j'arrivais à 100%, si j'arrivais à 110%, un exemple de pénétration, ça veut dire que sur la masse, on gagne beaucoup plus que juste le coût très élevé des 50 à 60% des personnes qui ont l'accès à Internet. C'est une stratégie et ça demande vraiment la volonté politique. Mais est-ce que ça rapporte à ces opérateurs? C'est beaucoup? Mais bien sûr, bien sûr. Et je l'ai dit sur ce plateau et je l'ai déjà dit ailleurs, le seul continent où nous avons le terme qu'on appelle EBITDA, de plus de 30 à 35% EBITDA, ça veut dire earning before interest, c'est-à-dire les revenus avant l'amortisation, avant tout ça. Mais c'est en Afrique, bien sûr. Bien sûr. C'est un cas à part. C'est un business qui est très, très lucratif. Créatif. Mais bien sûr. Alors, vous nous inquiétez, hein. Donc on est les dindons de la farce à vous écouter. On est les dindons de la farce sur ces coûts. En fait, ils ont aucune légitimité, c'est ce qu'on veut comprendre. Parce qu'on se dit peut-être la technologie est coûteuse et que nos infrastructures ne permettent pas peut-être d'avoir des opérateurs, je ne vais pas faire de publicité, mais comme Free, où on en parle d'abonnement illimité. Voilà. Ici, bon, je vais vous donner un exemple. Allons-y. Si vous combinez la capacité totale des satellites autour de notre planète, vous ajoutez la capacité des câbles sous-marins, vous ajoutez la capacité des fibres dans les maisons, ça couvre 96% de la population du monde. Et pourquoi l'Afrique traîne toujours à 43% de pénétration? Ça a à voir avec la réglementation agile. On ne réglemente pas pour réglementer, on réglemente pour le développement. Et c'est ce que nous appelons la réglementation agile. Aujourd'hui, il y a 15-20 ans, la régulation, c'était juste peut-être collecter des sanctions ou alors sanctionner des opérateurs. Mais non. Le gouvernement doit être proactif, amener des lois qui sont agiles, que nous appelons le sandboxing, qui va démontrer vraiment l'utilité de telle technologie,
à la population. Et c'est ce que les autres, bon, nous allons arriver à ça, les autres pays membres de Smart Africa qui sont plus en avance, c'est exactement ce qu'ils ont adopté. Et bien justement, on va en revenir, mais dernier point, si l'Afrique dans son ensemble progresse globalement, tous les États ne vont pas au même rythme. Force est de constater. Quels sont selon vous les bons ou moins bons élèves, pour le dire de manière polie? Bon, il n'y a pas de mauvais élèves, ce qui est sûr. Est-ce qu'il y a des régions? Est-ce que bien sûr, pays anglophones, on imagine? Bien sûr, il y a des régions. Mais il y a des régions, il y a des pays en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest aussi, on fait beaucoup de bons. Et la différence entre les pays, les 4 dernières années, depuis que je tiens la direction générale de Smart Africa, nous avons vu que les pays qui sont très avancés en technologie, c'est des pays qui ont adopté la régulation agile. Alors, ce n'est pas très rigide, il permet de l'innovation. Parce que, à la longue, à la durée, la transformation numérique est soutenue par l'innovation. Alors, quand vous n'encouragez pas l'innovation, alors vous allez certainement acquérir un rythme. Et on imagine que ça va nous amener aussi à une autre dépendance des produits venus de l'Occident. Mais bien, et ce qui n'est pas normal. Et comment vous pouvez comprendre qu'avec 1,4 milliard de population en Afrique, l'Afrique ne contrôle que 1% des data centers dans le monde? Exactement le même nombre de data centers en Suisse. Il y en a 8000. On ne contrôle que 80. Ouais. Alors, ce qui m'amène à dire autre chose. Oui, pour la transformation numérique. Oui, pour la numérisation des administrations. Oui, pour la digitalisation. Mais il faut la souveraineté. On va en parler dans les perspectives. Alors, le Rwanda est devenu l'épicentre de la révolution numérique du continent. Comment a fait ce petit pays d'Afrique de l'Est pour s'imposer sur ces questions? Quand je parle de petit pays, je parle de la superficie. Comment ont-ils fait pour être aussi en avance? Et puis, vous parlez aussi du Kenya. C'est quand même des pays clés sur ces questions-là. C'est la régulation. Le Rwanda s'est positionné comme un pays qu'on appelle en anglais testbed. J'autorise à tous ceux qui veulent tester quelque chose de le tester dans mon pays. Donc la régulation agile, une fois que ça marche, on voit l'impact catalytique au niveau de la société, alors on permet. Et c'est la régulation. C'est ni la connectivité ni autre chose. Alors c'est ce qui est le Rwanda, par exemple, qu'on voit les drones et machin et tout ça, c'est juste la volonté politique d'abord, suivie dans la régulation agile. Et on voit ça aussi au Kenya. Oui. Kenya qui n'est pas un petit pays, qui est 48-50 millions. Tout à fait. Mais donc, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi cette telle différence entre États, voilà, même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas c'était ce grand écart. Voilà. Donc, nous, on se dit, on est sur le même continent, mais il y a un grand écart. Et ça m'amène à votre institution, hein, Smart Africa, déjà, qui a été créée il y a 10 ans à Kigali, sous l'impulsion quand même de Monsieur le Président Kagame. À quoi répondait déjà la création de Smart Africa en 2013? En 2013, ça répondait à 5 manifestos, c'est-à-dire les chefs d'État, ils étaient 7 à l'époque, si je peux les citer. Il y avait oui, bien sûr. Du Rwanda, il y avait le président d'Ouganda, Museveni, il y avait le président Uhuru Kenyatta du Kenya, il y avait Salva Kiir du Sud-Soudan, il y avait le président gabonais Omar Bongo, il y avait le président Blaise Compaoré, et puis il y avait Ibeka du Mali. Alors, ça, ils ont vu que si l'Afrique ne mettait pas une organisation panafricaine accélératrice du développement socio-économique par le numérique, que nous n'allons pas rattraper la 4e révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle Smart Africa a été créé. C'est pour répondre à ces questions. L'agenda numérique sur le continent africain, comment on peut impulser, comment il faut accélérer nos États à développer l'écosystème du numérique. Donc cette initiative, c'était pour impulser une sorte de révolution numérique sur le continent. Exactement. Et 10 ans plus tard, où en sommes-nous finalement? Qu'est-ce qui a été fait concrètement par Smart Africa? Parce que vous êtes une entité, déjà, présentez-nous l'institution. Vous êtes présent sur tous les continents, sous quelle forme? Qui sont vos interlocuteurs? Ce sont les États, ce sont les structures privées, ce sont les populations? C'est les 3, je dirais. Smart Africa, c'est une organisation panafricaine, bien sûr basée à Kigali, qui a commencé avec 7 chefs d'État. Aujourd'hui, il y a 39 pays qui sont membres de Smart Africa. Dont la Côte d'Ivoire, on imagine. Dans la Côte d'Ivoire en 2017, bien sûr. Smart Africa couvre aujourd'hui plus de 1,150 milliard de population. Au sein de Smart Africa, c'est les chefs d'État qui sont les membres du conseil d'administration. Et aussi, on a le secteur privé. Si je peux le dire, c'est l'une des rares
organisations panafricaines dont le secteur privé peut siéger au niveau du conseil d'administration quand vous êtes membre de Platinum. Alors, donc, on a le secteur privé qui est partenaire. Les pays, les points focaux au niveau des pays, c'est les ministres en général, les ministres de l'économie numérique ou alors les ministres des technologies de l'information et de la communication sont tous les points focaux. Et donc, nous sommes en contact avec les ministres pratiquement chaque semaine, chaque 2 semaines. Il y a le conseil des ministres, il y a les organes, il y a des organes consultatifs comme le conseil des ministres et Smart Africa. Il y a le conseil africain des régulateurs aussi qui réunit tous les régulateurs au niveau du continent africain. Et puis aussi, il y a le conseil des agences d'implémentation des solutions numériques de tous les pays. Mais par exemple, nous, quand on a eu la polémique sur le data, vous êtes intervenu, vous avez conseillé, vous avez parlé au ministre Je n'ai pas été sollicité. Non? Ah, vous attendez d'être sollicité? C'est une coalition de bonne volonté. Ouais. C'est une coalition de bonne volonté. On sait très bien comment ce genre de problèmes ont été réglés dans d'autres pays, bien sûr. Oui. Mais ça veut dire que vous êtes quand même force de proposition. On a une force de proposition, mais les pays restent toujours souverains. D'accord. Voilà. Et quand une question est posée au niveau de Smart Africa, nous agissons dans nos limites. Voilà. Il y a Smart Africa, mais il y a aussi l'un des objectifs de l'Union africaine qui est de créer un marché unique, sécurisé du numérique, bien sûr, d'ici 2030. Cette ambition est-elle réaliste quand on sait où on en est en 2023? Mais c'est d'ailleurs la vision de Smart Africa, c'est de transformer, c'est de créer un marché numérique unique d'ici 2030. C'est bien faisable, mais il y a des préalables. Ce qui est plus important dans la transformation, vous voyez, dans la transformation numérique au niveau du Smart Africa, quand vous prenez les pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, bon, c'est 30 millions ici, 15 millions là, 30 millions là, vous ne voyez pas vraiment le potentiel de l'Afrique. C'est quand vous parlez de marché numérique unique, là, on parle de 1,4 milliard. Mais pour cela, le pion, je vais dire que la carte magique, c'est l'identité numérique. Ah oui. L'identité numérique pour agréger, pour que le secteur privé au niveau de la Côte d'Ivoire, ils vont au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est tous les pays de la sous-région. Donc, ça veut dire qu'il faut une plateforme d'interopérabilité des identités, qu'on puisse vérifier quand un Ivoirien est dehors, ou alors quand un Béninois est dehors, quand un Sénégalais est dehors. C'est là où vient vraiment la puissance, et c'est là où vraiment l'Afrique pourra vraiment bénéficier du potentiel qu'on a. Mais quand vous parlez de ce marché numérique unique, est-ce qu'il dépend du marché unique physique qu'on tente avec la ZLECAf de... Tant que bien que mal de faire, c'est de vous distinguer. Hein. Non, c'est À cause de la dématérialisation, vous n'avez pas besoin sûr, de cette réglementation. Les données n'ont pas de frontières. Oui. Les données ont de frontières avec la souveraineté et tout, c'est ce que nous appelons protection des données personnelles et cybersécurité. Mais la réalité, quand vous prenez l'avion avant que vous arriviez au Sénégal, moi, mes données sont déjà arrivées là-bas. Oui. Donc, le marché numérique unique est bien faisable d'ici 2030. Donc, encore une fois, peut-être qu'il va venir avant même le marché unique physique. Mais bien sûr, et nous travaillons en étroite collaboration avec la ZDCAF, dont Smart Africa contribue dans le protocole du commerce électronique, puisque quand la ZDCAF a été mise en place, ils ont bien trouvé que Smart Africa était beaucoup plus en avance sur les paiements panafricains. Alors, nous avons des schémas directeurs. Aujourd'hui, nous avons plus de 34 projets en cours. 34 différentes initiatives, dont ces initiatives travaillent ensemble avec la ZLECAf. Et donc, ça sera le dernier mot, c'est quoi l'étape d'après? Smart Africa, dans 10 ans, doit atteindre quel objectif? Ou même déjà dans les mois à venir? D'ici 2030, nous voulons créer un marché numérique unique. D'abord, ça va commencer par l'identité numérique de chaque pays. En plus... Mais qu'est-ce que vous entendez par identité numérique? C'est le numéro d'identification unique de chaque citoyen. Ça part du fait qu'un gouvernement est responsable de sa population. Mais comment peut-on être responsable de sa population si tu ne connais pas la population? Il y a quelque chose que nous appelons le scandale invisible en Afrique. Est-ce que vous savez qu'il y a 500 millions pratiquement de peuples en Afrique qui n'ont ni sous forme d'identité, ni sur papier, ni électronique? 500 millions d'Africains absolument. Qui n'ont aucune identité. Ils n'ont pas de papier.
Alors pourtant, le développement d'un pays se pose bien sûr sur les impôts et les services et tout et tout. Alors quand on prend l'approche holistique, il faut identifier la population, donner identifiant numérique unique à tout un chacun. C'est à partir de là qu'on peut agréger tous les services étatiques, tous les services publics. Mais avant d'arriver à ça, là aussi, il faut quand même qu'il y ait une identification physique. Mais bien sûr. Donc, il y a toutes ces... Et c'est des questions récurrentes. On le voit en termes d'élections. On nous dit, est-ce qu'on a comptabilisé toute la population? La logistique est compliquée puisque nos États, on a des endroits où on n'a pas accès. Vous êtes sûr de pouvoir arriver à cette identification numérique unique? Bien sûr. Au fait, nous pouvons aller avec ce qu'on a dans un premier temps. On ne peut pas attendre toute la population pour être identifiée. Et nous avons d'ailleurs vu les pays, hein, si je puis citer quelques pays. Allez-y. Le Rwanda a 12 millions de population. Ils ont identifié 12 millions de population et 12 millions de populations sont identifiées numériquement. Ouais. Le Bénin, ils ont 12 millions de population. Ils ont 11 millions de populations qui sont identifiées, qui ont une numéro d'identifiant unique. Et d'ailleurs, on doit commencer le projet, c'est le Bénin qui est le champion du projet identité numérique au sein de Smart Africa, avec les autres pays de la sous-région. C'est le Bénin qui conduit ça, parce qu'on a vu qu'ils ont fait vraiment, il y a un grand progrès. Mais vous citez des pays qui ont une population moins importante. Si on prend le Nigeria, on va commencer avec d'autres pays. Mais vous serez étonné, au Nigeria, sur 220 millions de population, il y a 90 millions de personnes qui sont identifiées numériquement. Bon, en même temps, ils sont avancés techniquement, technologiquement. Exactement. Donc il n'y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse. C'est la raison pour laquelle je pense fortement que 2030, c'est bien possible. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur général de Smart Africa, d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte sur cette citation. Qui maîtrise l'Internet maîtrise le monde, de Christophe Bonnefond. J'imagine que vous partagez cet avis. Oui, absolument, je partage cela. Et bon, ça, c'est un autre débat. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.